Quand on commence à s'intéresser à Bitcoin, on peut rapidement penser qu'il est facile de tout comprendre en quelques minutes. Et pourtant, l'invention de Satoshi Nakamoto est bien plus complexe que ça. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on s'attaque à une partie qui se trouve à la ligne de flottaison de l'iceberg de Bitcoin, c'est-à-dire le restaking de BTC. Il y a quelques mois, un nouveau protocole sur Bitcoin a fait beaucoup parler de lui parce que son lancement a fait exploser les frais de transaction sur BTC pendant quelques heures à plusieurs milliers de Satoshi par VBuy. Il s'agit de Babylon, un protocole de restaking de BTC, et aujourd'hui on va essayer de décrypter un peu ce qu'il est, son rôle et ce qu'il représente sur Bitcoin, et surtout essayer de déterminer si c'est une arnaque ou une opportunité. Avant de comprendre ce qu'est le restaking, il faut comprendre ce qu'est le staking. Mais avant de comprendre ce qu'est le staking, il faut aussi comprendre ce qu'est le proof of work. Le proof of work, en fait, c'est la consommation d'énergie pour la production d'un travail qui doit être légitimé à l'échelle d'un réseau. Que tous les acteurs de ce réseau-là puissent dire « Ok, ça c'est un travail qui a été bien effectué, de la bonne manière et qui respecte mes règles à moi, et donc je peux l'accepter. » Et si une majorité du réseau est d'accord avec ce travail-là, alors la majorité, le réseau en entier même, va l'accepter, l'approuver, le télécharger et le propager. Cette idée de preuve de travail a été introduite par Adam Back en 1997. C'est le protocole qu'il a créé qui s'appelle Hashcash. C'est un protocole qui sert à limiter le spam des mails où en fait un envoyeur doit produire un travail au préalable avant de l'envoyer, et ça vient certifier tout simplement que ce n'est pas un spam et qu'il y a bien une personne réelle et que ce n'est pas un robot qui a envoyé ce mail. Le proof of work est souvent décrit comme la réalisation, comme l'exécution ou la trouvaille d'un résultat, d'une équation qui est très complexe. Mais en réalité, c'est pas vraiment ça. C'est pas une équation qui est très complexe. En fait, c'est une équation qui est impossible à résoudre, et la seule manière de la résoudre, c'est d'essayer tout simplement toutes les solutions. Donc essayer 1, 2, 3, 4, etc., etc. Pour compromettre un réseau qui fonctionne en proof of work, il faut pouvoir détenir au moins 50% de la puissance de calcul de ce réseau. Donc on vulgarise souvent à 51%, mais en réalité, il suffit de 50% plus 1 pour pouvoir prétendre pouvoir compromettre le réseau. Pour faire ça à l'échelle d'un réseau comme Bitcoin, aussi grand qu'un réseau comme Bitcoin, il faut suffisamment de machines pour le faire, qui soient aussi suffisamment puissantes, mais aussi suffisamment d'énergie à consommer pour le faire. Et donc c'est ça qui rend Bitcoin aussi solide, c'est parce qu'aucune entité, même par exemple le gouvernement des États-Unis, aurait beaucoup de difficultés à le faire, à créer des machines suffisamment puissantes et aussi à acheminer suffisamment d'énergie pour les alimenter, pour tout simplement permettre de prendre un contrôle ou de créer un consensus qui leur appartienne sur Bitcoin. Et c'est ça qui fait la robustesse de Bitcoin en fait, c'est que attaquer le réseau serait beaucoup trop coûteux en termes d'argent, mais aussi en termes de moyens, en termes de main d'œuvre tout simplement, plutôt que de le sécuriser. Protéger le réseau Bitcoin aujourd'hui est beaucoup plus rentable que de l'attaquer. Je vais faire une petite aparté sur la consommation énergétique de Bitcoin. On dit souvent que Bitcoin consomme beaucoup trop d'énergie, en tout cas pour les personnes qui ne comprennent pas vraiment comment est-ce que ça fonctionne. C'est pas vraiment vrai. En fait, Bitcoin, donc selon l'University of Cambridge, Bitcoin consomme 162 TWh par an, ce qui peut paraître relativement conséquent si on compare surtout à des consommations énergétiques de petits pays comme la Belgique ou la Suisse, mais qui est rien du tout quand on compare par exemple au sèche-linge qui fonctionne juste aux États-Unis, ou même les ordinateurs en veille autour du monde. Bitcoin consomme moins que tout ça. Donc en fait, c'est des comparaisons qui n'ont pas vraiment de rapport. Bitcoin, c'est un réseau d'échange de valeurs, et on ne peut pas vraiment le comparer ni à un pays, ni à des sèche-linges. Bitcoin transmet de la valeur et ne sèche pas du linge. Quoique ça peut servir, mais bon, ça c'est un peu trop poussé comme sujet pour qu'on l'aborde maintenant, mais la chaleur des mineurs en fait pourrait permettre de sécher du linge. Mais c'est un autre sujet. Maintenant que vous comprenez ce qu'est le proof of work, enfin j'espère que vous avez compris en tout cas, on va s'attaquer au proof of stake, donc la preuve d'enjeu. Alors c'est un mécanisme qui existe depuis un moment, mais qui a notamment été adopté par Ethereum au mois de septembre 2022 avec sa mise à jour The Merge. Comme beaucoup d'entre vous, j'étais très content de voir Ethereum passer en proof of stake. À ce moment-là, je ne comprenais pas vraiment quels étaient les enjeux, et je me disais que un passage en proof of stake c'était cool parce que j'avais des Ethers et que j'aurais pu les staker, toucher un rendement, et que ça consommait moins d'énergie, parce que je ne comprenais pas ce que je viens d'expliquer sur la consommation énergétique du proof of work. Encore une fois, c'est un autre sujet. Et donc j'étais très enthousiaste, j'étais en mode ouais, c'est une révolution, c'est trop bien, etc. Mais avec le temps, mon avis a beaucoup changé sur le proof of stake, et notamment sur Ethereum, principalement parce que, à mon sens, le proof of stake en fait est by design, par nature, centralisant. Déjà, le premier point qu'on peut avancer, c'est que là où le proof of work scinde les utilisateurs de ceux qui valident, de ceux qui confirment, de ceux qui protègent la blockchain, donc les mineurs et les détenteurs, le proof of stake en fait va mêler ces deux rôles, c'est-à-dire que c'est les détenteurs de tokens qui vont sécuriser la blockchain. Donc déjà, juste par un design assez simple, qui est le proof of stake, ça vient
joindre deux rôles et donc faire en soi une centralisation. Alors on pourrait se dire oui mais en soi les stakers c'est une multitude de stakers, c'est plus facile de staker que de miner, ce qui n'est pas forcément vrai dans certains cas, mais surtout on pourrait dire oui s'il y a plein de stakers au final ça décentralise le réseau, etc. Mais en fait non, parce que le proof of stake rémunère les stakers, jusqu'ici il n'y a pas de problème, mais sauf que le rendement des stakers est garanti par la quantité d'Ether, par exemple dans le cas d'Ethereum, qui sont stakés. Ça veut dire que vous, en tant qu'utilisateur, en tant que détenteur d'Ethereum, vous pouvez staker de l'Ether, vous allez être rémunéré pour ça, donc vous allez gagner des Ethers, mais le meilleur moyen d'être encore plus rentable, donc dans un marché libre, n'importe quel investisseur rentable cherche à être de plus en plus rentable, donc le meilleur moyen pour vous d'être plus rentable, c'est de garder vos Ethers et de les staker encore, et de toucher un rendement dessus. Et donc comme ça, vous faites grandir votre part d'Ether, donc vous êtes plus profitable. Mais en plus de ça, vous augmentez le pouvoir que vous avez sur le réseau. Donc même si c'est de l'ordre de 3 à 4% par an, ce qui est relativement insignificatif, mais à l'échelle d'un réseau, à l'échelle de tous les Ethers stakés, à l'échelle de même plusieurs dizaines, voire centaines d'années, c'est un phénomène qui centralise les Ethers entre les mains des validateurs. Donc les gros validateurs vont toucher le même rendement, entre 3 à 4% environ, mais surtout ils vont toucher beaucoup plus d'Ether vu qu'ils ont plus de volume. Et les petits validateurs, eux vont toucher le même rendement mais avoir une petite part, qui vont aussi grandir leur nombre d'Ether. Mais ce sera de plus en plus complexe pour de nouveaux entrants d'acheter de nouveaux Ethers et de les staker, parce qu'il y en aura de moins en moins libres, parce qu'ils seront de plus en plus stakés, vu que ça améliore la rentabilité des stakers. À mon sens, c'est le plus gros problème qu'a Ethereum et le Proof of Stake, mais si on ajoute à ça le fait que environ 70% des Ethers de la supply initiale d'Ethereum ont été préminés, c'est-à-dire donnés juste à des VC, à des investisseurs, aux gens qui étaient là au début du réseau, et qu'on ajoute aussi le pouvoir un peu trop important qu'a la fondation sur le réseau, sur les discussions, sur le développement de la blockchain de manière générale. À cela, on peut ajouter que la limite de staking est de 32 Ethers, ce qui vaut environ entre 80 et 90 000 $, ce qui n'est pas du tout accessible aujourd'hui. Et donc, les plus petits stakers, eux, doivent reposer sur des protocoles qui sont plus centralisés, comme Lido par exemple. Donc il y en a certains qui vont nous dire que oui, mais au final sur Lido c'est réparti sur plusieurs validateurs. Oui, mais les développeurs, l'équipe, etc. détiennent un multisig avec la majorité des fonds dessus, et donc ça se répartit entre quelques clés. Mais aussi il y a beaucoup de stakers, de petits stakers qui utilisent des plateformes centralisées comme Coinbase ou Binance, etc. Qui représentent une grosse partie des Ethers qui sont stakés. Et donc ça fait que là où le Proof of Stake avait pour vocation de rendre le staking et donc la confirmation, la protection de la chaîne plus accessible, et en fait, ça va surtout centraliser le réseau. Maintenant que vous comprenez ce qu'est le staking, on peut parler du restaking. C'est un mécanisme qui a notamment été introduit par EigenLayer, un protocole qui fonctionne sur Ethereum. EigenLayer est un protocole qui permet à des détenteurs d'Ether ou de liquid Ether, donc des Ethers qui ont été stakés sur Lido ou des protocoles similaires, de venir les restaker, donc les staker une nouvelle fois, pour permettre à des projets annexes, externes à Ethereum, de venir inscrire une partie de leurs données, une partie de leurs transactions sur la blockchain Ethereum. Ce qui permet tout simplement de renforcer et de rendre plus robuste la finalité des transactions de ces réseaux-là ou de ces protocoles-là. Donc les Ethers qui sont stakés ou restakés sur EigenLayer permettent tout simplement de donner une garantie à ces protocoles qui viennent acheter une finalité, un espace de bloc Ethereum si on veut. Ainsi, des protocoles qui sont externes à Ethereum et qui manqueraient d'attraction et tout simplement de motivation pour les nouveaux investisseurs à venir acheter leur token puis le staker pour sécuriser leur réseau, ils peuvent tout simplement prendre de leurs fonds propres, les dépenser en les redistribuant à des restakers. Donc les restakers vont tout simplement mettre en garantie leurs Ethers ou leurs liquid Ethers en échange d'un rendement. La première critique que je ferai à ça et qui est plus au niveau de la morale qu'au niveau du technique, c'est que la majorité des médias, et même Cryptos d'ailleurs, ont décrit EigenLayer comme un protocole qui servait premièrement à des détenteurs d'Ether de gagner plus d'intérêt sur leur détention. C'est-à-dire que la première caractéristique qui a été mise en avant, ce n'est pas la sécurisation de réseau annexe, mais c'est l'ajout de rendement. Donc ça, c'est une des premières limites qui m'a un peu sauté aux yeux la première fois que j'ai entendu parler d'EigenLayer. Le deuxième gros problème de ce genre de protocole, c'est qu'il crée un risque systémique sur Ether. Parce que s'il y a beaucoup trop d'Ether qui sont stakés sur EigenLayer ou sur un protocole similaire et qu'il y a une faille de sécurité dans cela, les Ethers peuvent être volés, peuvent être slashés par le réseau par exemple. Et donc ça pourrait créer une sorte de
cascade en chaîne et de liquidation et de risque systémique sur la totalité des protocoles de DeFi d'Ethereum. Donc on a fait une vidéo sur le sujet il y a un moment déjà, on la mettra en description et dans les fiches si jamais le sujet d'EigenLayer vous intéresse. Le choix d'utiliser des Ethers par EigenLayer est plutôt logique parce que l'Ether est la monnaie de Ethereum qui est le layer 1 dédié au smart contract le plus robuste. Et surtout, l'Ether, l'ETH, est l'une des crypto-monnaies les plus capitalisées. Et donc, quelqu'un qui viendrait le mettre en gage, en garantie, ce serait quelqu'un qui prendrait vraiment un risque plus grand que quelqu'un qui viendrait mettre n'importe quel token comme du Link ou du AV ou du Shiba, du Dogecoin, etc. Mais récemment, EigenLayer a annoncé qu'ils allaient ouvrir le risk-taking à plein d'autres tokens, à des tokens ERC20. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être aussi bien du Memcoin, du Dog-We-Fat, je ne sais pas si c'est sur Ethereum ça d'ailleurs. Personnellement, je ne comprends pas vraiment ce choix d'ouvrir à tous les tokens ERC20 parce que l'Ether est une des monnaies, des crypto-monnaies en tout cas les plus robustes, et ouvrir à toutes sortes de tokens va potentiellement dégrader la qualité de la garantie qui a été donnée aux nouveaux réseaux qui veulent se lancer. Ça ne fait pas vraiment de sens. Qui va vouloir se protéger avec des tokens, des memcoins ou autre genre de tokens, ou même du stablecoin ou du wrap, autre chose, qui sont centralisés. Ça ne fait pas vraiment de sens, même si au final, c'est un marché qui a l'air libre et donc ça pourrait permettre à plein de gens de staker et de faire du rendement, et même à des réseaux d'avoir accès à une finalité de paiement pour moins cher ou pour un stake. Je sais pas, peut-être que des gens vont trouver un intérêt à ça, mais personnellement je ne comprends pas trop. Bref, je pense que vous l'avez compris, je suis pas très fan du staking, du proof of stake de manière générale et encore plus du restaking, mais je me dis que si le marché trouve un intérêt à pricer ça, alors soit. Moi personnellement, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Et donc je suis assez dubitatif pour l'intérêt que vont avoir les nouveaux projets à acheter de l'espace de bloc Ethereum. Il peut y avoir une demande, mais je doute que l'intérêt d'EigenLayer représente vraiment l'intérêt que les projets vont avoir. Mais quoi qu'il arrive, ce sera que l'avenir qui pourra nous dire si le marché va pricer ce cas d'utilisation ou non. Et surtout, c'est là qu'intervient un nouveau protocole que j'ai mentionné rapidement au début de la vidéo qui s'appelle Babylon. Babylon, c'est comme EigenLayer, sauf qu'ils viennent faire du restaking, non pas d'Ether ou de token ERC20, mais de Bitcoin, de BTC. Babylon, c'est une blockchain qui est construite grâce au Cosmos SDK, qui est donc un écosystème de blockchain, et qui vient inscrire les données de ces blocs, une empreinte de ces blocs sur la blockchain Bitcoin. En fonctionnant dans une sorte de layer 2, même si ce n'est pas vraiment un layer 2, parce que pour avoir un layer 2, il faut aussi avoir un bridge, donc un peg-in, peg-out, qui est trustless et qui peut être utilisé de manière libre, ce que la majorité des réseaux n'ont pas aujourd'hui. Donc Babylon vient utiliser l'eurodatage et l'immuabilité de Bitcoin pour sécuriser et rendre plus robuste l'empreinte de ces blocs, la trace de ces blocs, enfin son historique de blocs en tout cas. Donc Babylon, c'est une blockchain qui ne fonctionne pas vraiment au-dessus, mais plutôt en tandem, c'est-à-dire plus une sidechain de Bitcoin et qui se dédie au restaking de BTC. C'est-à-dire que son rôle, c'est exactement le même que EigenLayer, mais sur Bitcoin. Ça permet notamment que les BTC soient on-chain, c'est-à-dire qu'ils sont gardés dans un smart contract sur Bitcoin, parce que oui, il y a des smart contracts sur Bitcoin, même s'ils sont moins complexes que sur Ethereum, mais les BTC sont gardés on-chain et jamais gardés par une entité centrale qui vient assurer un pay-in avec un wrap Bitcoin qui lui vient être staké. Non, c'est directement du BTC qui est gardé on-chain. Et surtout, ça permet aux projets annexes qui pourraient avoir recours à EigenLayer, cette fois-ci d'avoir recours à un réseau encore plus robuste, encore plus stable qu'Ethereum, c'est-à-dire Bitcoin. Donc à mon sens, si vous êtes un projet qui a besoin de rendre sa finalité de transaction plus robuste et tout simplement sa sécurité de manière générale, je pense que vous aurez plus d'intérêt à avoir recours à Babylon plutôt que EigenLayer, parce que la finalité de transaction que vous allez avoir sera beaucoup plus importante sur Babylon grâce à Bitcoin que sur EigenLayer grâce à Ethereum. En plus de parler de la robustesse du réseau, on peut aussi parler de la robustesse de la monnaie. Bitcoin est une monnaie qui est, je pense, on peut l'admettre tous autant qu'on est, une monnaie qui est antifragile, c'est-à-dire qu'au cours du temps, à force qu'on l'attaque, eh ben, il se renforce. On voit d'ailleurs que Bitcoin est presque à ses ATH, peut-être même qu'il a déjà fait un sommet historique au moment où cette vidéo sortira, mais c'est une monnaie qui est beaucoup plus stable qu'Ethereum, et c'est une monnaie qui est beaucoup plus rare et qui est beaucoup plus robuste, surtout qu'Ethereum, et qui a beaucoup plus aussi d'ancienneté, et donc qui a plus d'intérêt, surtout pour un apport de garantie. Moi, si je devais faire confiance à une garantie, je ferais plus confiance à quelqu'un qui va déposer des BTC plutôt qu'il va me déposer des Ethers. Parce qu'on n'est jamais sûr de la manière dont Ethereum ou juste la monnaie Ether va évoluer. Le réseau Ether est centralisé, ou en tout cas centralisant au cours du temps, pour les nombreuses raisons que j'ai mentionnées juste avant, mais surtout
il a un problème majeur, c'est que son consensus, ou en tout cas les modifications de son consensus ou de la manière dont sa monnaie fonctionne, dont l'Ether fonctionne, peuvent changer à tout moment. En un an ou quelques mois, ça peut changer parce qu'un petit groupe de personnes l'a décidé, donc la fondation, techniquement. Si Vitalik Buterin, par exemple, dit « Ah bah moi je pense que Ethereum, faut qu'il soit comme ci, comme ça, faut que l'inflation change comme ci, comme ça », mais il y a plus de chances que le réseau va l'adopter juste parce qu'une personne l'a dit. Et donc ça, pour moi, c'est un gros défaut d'Ethereum, encore un énième défaut d'Ethereum, tout simplement vient me faire dire que une garantie en Ether est moins robuste qu'une garantie en BTC parce que la manière dont les BTC sont émis n'a jamais changé depuis sa création. Mais au final, quand on parle de restaking ou de staking, de proof of stake, etc., à mon sens, le problème reste toujours le même, c'est qu'on se pose la question qui est toujours la même, pourquoi faire ? Pourquoi est-ce que moi, détenteur de BTC, j'irais utiliser mes BTC, qui est une monnaie déflationniste, qui prend de la valeur au cours du temps et qui est non censurable, donc résistante et décentralisée, je viendrais risquer de le perdre pour assurer la sécurité d'un autre réseau. Donc on va me dire oui mais il y a un rendement, donc en effet ça peut être intéressant. Oui ça peut être intéressant, mais quel rendement? Est-ce que ce rendement-là va être suffisamment élevé pour justifier le risque que moi je vais prendre? Peut-être. Si le rendement est potentiellement à 10% ou plus annuel, eh ben, ça peut être intéressant. Mais si c'est plus faible, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait vraiment des gens qui l'utiliseraient. Ou à moins que ce soit des détenteurs d'Ethereum qui se diraient bon bah je vais lâcher mes Ethers et je vais prendre un peu de risque avec du BTC, ce qui au final reviendrait peut-être au même. Il est important de rappeler que les quelques chanceux entre guillemets qui ont pu staker leur BTC dans Babylone, aujourd'hui ne bénéficient pas de rendement. Aujourd'hui, ils ne gagnent que des points qui vont potentiellement leur permettre de gagner des tokens de la blockchain Babylone, ou en tout cas des avantages, ou on ne sait pas exactement, c'est juste des points pour l'instant. Et à l'avenir, tout comme EigenLayer, on ne sait pas s'il y a des protocoles qui vont vraiment faire appel à Babylone pour acheter de l'espace de bloc Bitcoin et améliorer leur sécurité. Ou en tout cas, on ne sait pas à quel point est-ce que ça va être fait. Donc il y aura une sorte d'arbitrage qui se fera et les personnes qui seront prêtes à prendre le plus de risques vont bénéficier de ce rendement et celles qui voudront juste garder du BTC ou prendre des risques autre part ou autre en fonction de l'arbitrage qu'ils veulent faire ne vont pas forcément l'utiliser. Donc ça c'est un gros point noir, c'est qu'on n'a aucune visibilité sur l'avenir et sur à quel point est-ce que ce sera sûr et à quel point est-ce que le rendement sera élevé ou est-ce que le protocole sera juste utilisé. Enfin bref, seul l'avenir nous dira comment est-ce que ce protocole va évoluer, est-ce qu'il y aura un vrai attrait pour le restaking de BTC. Personnellement, je pense que ça peut durer pendant un certain temps et avoir un succès éphémère, un succès relatif éphémère, mais que sur le long terme, les gens vont juste préférer garder du BTC, le dépenser, en gagner tout simplement, et le dépenser plutôt que prendre des risques et le restaker pour des réseaux un peu obscurs qui ne sont pas très décentralisés. Enfin voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à surtout me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire pour que je puisse m'améliorer, soit c'est au niveau du décor, au niveau de la qualité de diction, d'écriture ou peu importe. N'hésitez pas à me faire vos retours, j'aimerais beaucoup m'améliorer. Si jamais il y a des points à améliorer évidemment. Si ma vidéo est parfaite, alors c'est parfait. Mais bon, voilà, merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée et à une prochaine fois sur la chaîne Cryptost.